Coucou Marie, j'ai eu la chance de te rencontrer autour d'un verre l'année dernière par une douce soirée d'avril. On avait pu échanger autour de ton dernier livre Descartes pour les jours de doute. Dans ce livre, tu parles de 12 situations qui peuvent arriver à tout le monde, comme par exemple comment affronter un patron tyrannique ou comment garder son calme face à un enfant surexcité. Et je me souviens particulièrement d'une question qui était comment ralentir le rythme et avoir une vie un peu plus posée. Donc je pense que c'est parfait pour le contexte actuel. Et je voulais savoir si ton travail, tes réflexions avaient changé par rapport au confinement. Bonjour, alors je suis tellement heureuse effectivement de te revoir et je remercie beaucoup Flammarion de nous permettre, même en ces temps de confinement, d'avoir des moments d'échange, de partager tout ça avec toi mais aussi avec vous et de se souvenir de ce joli moment d'avril pour la sortie de mon deuxième livre. Effectivement, c'est assez agréable de le reconvoquer. Alors pour reprendre ta première question, je ne crois pas que mes réflexions aient particulièrement changé. Simplement, je crois que le temps que nous traversons agit comme une sorte de microscope, fait vraiment un focus sur nos préoccupations. Alors c'est vrai que je travaille encore plus que d'habitude parce que le temps est soumis en fait à la philosophie. La philosophie est vraiment la matière, la discipline qui, plus que n'importe quelle autre, accueille l'incertitude, accueille les émotions que l'on traverse. On n'a pas d'autre choix que nous questionner sur qui sommes-nous, quelles sont nos valeurs, quelle société voulons-nous construire. Donc c'est vrai que mon esprit est encore plus en ébullition que d'habitude. Et puis je crois que je me questionne de manière particulièrement aiguisée sur l'éducation et sur l'engagement, qui sont un peu mes deux problématiques du moment, avec l'idée que nous sommes tous capables de micro-actions, qu'une fois qu'on aura bien pensé tout ça, on sera capable d'agir, avec toujours cette idée de penser sa vie, vivre sa pensée. On sera capable d'agir et si chacun à notre échelle, on fait des micro-actions, bien sans doute qu'on atteindra cette société meilleure qu'on espère tous. Je voulais savoir aussi si tu pouvais nous donner trois conseils. Par exemple, en tant que directrice d'une école Montessori, est-ce que tu pourrais nous dire comment expliquer aux enfants la situation, comment ne pas leur transmettre nos doutes ou nos peurs? Alors c'est une très bonne question, la question des enfants. Moi d'ailleurs en ce moment c'est une problématique que j'ai beaucoup parce que j'anime pas mal de classes en ligne. J'ai eu beaucoup de retours des parents et des enfants. Et alors à défaut alors tu me demandes trois conseils, je vais en donner un global mais qu'on peut décliner. C'est avant tout parler, discuter. C'est-à-dire que les enfants reçoivent beaucoup de nos émotions, beaucoup de nos énergies et ont surtout des questionnements. Donc ils sont tout à fait capables d'entendre ce qu'on a à leur dire et je crois qu'il est plus que jamais important de prendre un moment dans la journée pour essayer de les questionner sur qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont compris, pour peut-être détailler aussi leurs craintes, faire un petit moment de géographie, faire un petit moment sur la santé, vraiment accueillir en fait leurs questionnements et pouvoir les accompagner dans la réflexion. Donc, en tant que directrice, ce que j'ai vraiment j'ai engagé les parents à avoir des moments d'échange qualitatifs. Ce qui vient à un second point que j'ai envie de partager avec vous, c'est pas évident de gérer et les enfants et le télétravail en même temps, et puis nos propres peurs, nos propres craintes. C'est un rythme qui est complètement modifié. Et donc vraiment, mieux vaut passer des moments qualitatifs, quitte à ce qu'ils soient moins nombreux, mais des moments où on n'est pas en train de faire des textos, où on n'est pas en train de penser à autre chose, où on n'est pas en train de gérer des mails. Vraiment un moment dans la journée extrêmement qualitatif avec ses enfants pour justement se permettre le reste du temps de souffler et de ne pas être tout le temps derrière eux et avec eux. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie des frites qui représente l'attention de l'enfant. Les enfants aiment les frites chaudes et croustillantes, mais ils préfèrent toujours avoir des frites molles et froides. Les frites, ça représente l'attention qu'on leur donne. Et donc, évidemment, s'ils n'ont pas une attention qualitative, ils viendront toute la journée dire « Hey maman, papa, je voudrais ci, je voudrais ça ». Donc, mieux vaut une bonne fois pour toutes leur donner des frites bien chaudes et bien croustillantes. Et ensuite, ils seront capables de s'occuper tout seuls ou en tout cas d'être en autonomie. Et puis, dernier conseil, vous mettez pas trop la pression. Vraiment, ce moment est particulier
Et il faut aussi accepter que ce soit un temps particulier, accepter sa singularité et ne céder à aucune injonction. Donc on fait de notre mieux, tous. Dans l'accompagnement scolaire, c'est exactement la même chose. L'idée n'est pas de remplacer les profs, l'idée est juste de continuer à accompagner son enfant du mieux qu'on peut. Mais le plus important, c'est d'être capable d'être bien aligné, en pleine présence, prêt à être attentif et dans la discussion. Pour les couples, par exemple, quand on n'a pas l'habitude de se retrouver à deux, qu'on a des vies, voilà, on travaille toute la journée, on a nos sports, nos amis, on fait chacun nos activités. Comment vivre au mieux ce confinement et ce temps à deux, enfermés dans un appartement ou dans une maison pour les plus chanceux? Alors, question pas évidente que celle du couple. Effectivement, ça change complètement nos modalités relationnelles. Et justement, un peu comme je le disais pour les enfants, il faut accepter que ça change. Alors moi, il y a un philosophe que j'aime beaucoup et dont je parle souvent dans mes livres. Il s'agit de Lévinas, qui parle beaucoup de l'altérité, qui parle beaucoup d'autrui et de l'étrangeté, en fait, d'autrui. Et même si c'est quelqu'un qu'on aime, même si c'est notre partenaire de vie, l'avoir toute la journée avec nous, ça suppose de repenser le lien. Et ça suppose aussi d'accueillir ces questionnements-là. Donc, plutôt que d'essayer de nier et d'essayer de prendre sur soi tous nos agacements, parce que ça va être compliqué, il nous reste encore un petit moment de confinement, et donc ça peut générer de la colère quand on essaye vraiment de prendre sur nous, souvent on explose. Mieux vaut essayer de voir, de repérer justement d'où viennent nos agacements, d'où viennent nos tensions, pourquoi l'autre nous paraît tellement autre, et est-ce qu'on ne peut pas essayer de construire en fait, d'en profiter de cet espace, pour construire un langage commun et redéfinir en fait nos rapports de partenariat. Il ne s'agit pas justement d'être similaires, mais plutôt de se nourrir en fait de l'étrangeté de l'un et de l'étrangeté de l'autre pour construire peut-être nos foyers comme des troisièmes lieux. Et enfin, je voulais savoir pour les personnes qui sont un peu stressées ou angoissées, comment gérer le plus sereinement possible, on va dire, l'incertitude, ne pas savoir comment ça va évoluer, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir et dans quelles conditions. Voilà, comment la philosophie peut nous aider au quotidien à gérer ce temps de crise totalement inédit. Alors, pas évident de gérer l'anxiété, parce que je crois justement qu'il n'y a pas une méthode clé pour la gérer. Et en tout cas, c'est pas ce que la philosophie propose. La philosophie va plus proposer cette anxiété de voir, encore une fois, d'essayer de l'analyser, de la décortiquer. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le risque, en fait, que génère cette anxiété? Il y a un philosophe qu'il me plaît beaucoup de relire en ce moment, qui s'appelle Épicure, et qui, à travers sa pensée, et notamment dans la lettre à Ménécée, explique beaucoup que ce moment aussi, que quand on est dans la souffrance, on peut se dire ce moment aussi passera. Et vraiment, je crois que quand on est dans l'anxiété, quand on est dans l'incertitude, il y a un moment où il faut être dans l'acceptation, en fait, de ce moment aussi passera. Et essayer, non pas, comme on nous le dit souvent, de forcément nous focaliser sur l'instant présent, parce que quand on est dans un état d'angoisse, c'est très compliqué d'être en plein dans l'instant présent, mais plutôt retrouver une perspective dans la douceur du souvenir ou dans la projection, non pas une projection concrète, réelle, spéculative de l'avenir, mais plutôt dans l'idée que dans la vie tout passe, que c'est juste une question de temps et qu'on va apprendre peu à peu à traverser. Et qu'en attendant de traverser, en attendant que ce moment passe, on peut être vraiment dans prendre soin de soi, c'est-à-dire être à l'écoute de ses perceptions, de ses sensations, peut-être se plonger dans tout ce qui nous apprendre à être dans le plaisir et dans tout ce qui nous fait du bien. Je crois que la meilleure façon de lutter contre l'anxiété, c'est plutôt d'accepter qui nous sommes et d'accepter qu'on est en permanence dans une grande fluctuation et que l'existence c'est ça, c'est essayer de voguer du mieux qu'on peut sur les flots. Et enfin, j'ai une question totalement qui n'a rien à voir avec tout ça, purement esthétique. Je voulais savoir pourquoi tu utilisais souvent, même tout le temps, le noir et blanc sur tes photos Instagram. Si ça avait une signification ou si c'était purement esthétique. C'est une très bonne question parce que c'est vraiment un choix esthétique. Alors d'abord, j'aime beaucoup les photos en noir et blanc, mais aussi parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intensité qui m'interpelle, qui me plaît, qui m'intéresse, comme une attention portée vraiment aux détails.
Et surtout, mais je pense que tu l'as remarqué, Instagram est un réseau social d'images, un réseau social beaucoup voilà, d'images, de partage. Et moi, j'avais envie de remettre du noir et blanc et du contenu. Alors, pas uniquement par esprit de contradiction, mais plutôt pour se dire, mais finalement, c'est un outil comme un autre. Et on peut en faire quelque chose d'autre. Donc voilà, je trouve que le noir et blanc nous force à être dans une attention, dans un sens de la nuance. Qu'on n'a pas tout à fait avec la couleur. Et puis aussi, je trouvais ça particulièrement émouvant que les photos en noir et blanc, parce qu'il y a cette idée justement d'intemporel qui sans doute me plaît et m'émeut. En tout cas, merci infiniment pour tes questions. Merci à Flammarion pour cette petite parenthèse. Et puis surtout, merci aux lecteurs qui font vivre les livres et aux auteurs qui nous permettent d'agrandir nos univers. Merci beaucoup, à très vite.